très appréciée invitation. Bon, aujourd'hui, c'est à moi de vous parler de la Growing Pain Italian Consensus. Et donc, c'est un peu l'occasion pour vous parler aussi de notre groupe de travail, qui c'est notre groupe de travail d'études sur la Growing Pain, qui c'est l'Italian Multidisciplinary Study Group of Growing Pain. Sera l'occasion de vous faire passer un message très important pour nous, c'est-à-dire l'importance de ce terme multidisciplinarité dans le domaine de l'étude de la Growing Pain Syndrome. Ok, c'est ça ma disclosure. Bon, le 5 février 2016 à Milan, on a effectué cette première consensus sur le Growing Pain, qui a été sponsorisée par la Société italienne d'arthroscopie, et dans laquelle ils ont participé 41 Italiens experts en Growing Pain avec de différents backgrounds. Ça, c'est déjà important pour ce terme, ce concept de multidisciplinarité. Et en effet, il y avait 16 orthopédistes, 3 médecins du sport, 7 chirurgues généraux, 7 réhabilitateurs physiciens, 2 radiologistes, 4 physiothérapeutes, un sport physiologiste, c'était moi, et 3 physical trainers. Et ça, c'est le consensus qu'on a publié sur British Medical Journal Open Sport and Exercise Medicine. Si vous voulez, vous la pouvez voir sur PubMed. Et en effet, une petite parenthèse, ça a été un projet, la première consensus d'un projet de 4 Italian Consensus Conference. C'était un petit poker de Italian Consensus Conference, laquelle la première c'était la Growing Pain Syndrome. La deuxième c'est Italian Consensus Conference Guidelines for Conservative Treatment on Lower Limb Muscle Injury in Athletes. La troisième, ça a été Italian Consensus Statement on Return to Play After Lower Limb Muscle Injury in Football. Et la quatrième, ça a été l'Italian Consensus Conference for Syndrome in Athletes, de Cotignola Agreement. Cotignola, c'est la ville dans laquelle on a fait ce consensus, qui va paraître sur Joint le prochain mois. Et donc, sur 4 Italian Consensus, vous voyez 2, ils sont sur le Growing Pain. La première et notamment la dernière, parce que le femoral acetabular impingement, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans l'ostéopathogénésis de la Growing Pain Syndrome. Donc, on retourne maintenant, et justement, en petite parenthèse, excusez-moi, donc cette Growing Pain Italien, on a démarré avec cette Growing Pain Italian Consensus Syndrome parce que la première description de la pubalgie, ça a été fait par un Italien. Ça a été fait par Spinelli, un médecin italien en 1932, qui a écrit un article qui était une nouvelle pathologie dans le sport, dans une population de screamers. Vous avez utilisé justement, il y a une image des screamers dans votre écran pour ce qui concerne votre congrès. Et la description d'une nouvelle pathologie dans le sport, la pubalgie. Et donc c'est un peu comme se réapproprier de quelque chose qui est parti de l'Italie et qui retourne à l'Italie. Excusez-moi cette petite parenthèse chauviniste, nationaliste, mais donc. Alors, on est parti sur le Growing Pain Syndrome, on est parti sur un concept de base, mais très clair, qui est un concept très important pour nous, qui est dire pubalgie au Growing Pain, c'est absolument pas un diagnostic, mais c'est seulement la description d'un symptôme. C'est la description d'un symptôme. C'est-à-dire que le patient il se plaint d'une symptomatologie douloureuse au niveau de l'inguinal pubic adductor area. Et donc, les causes, ils sont vraiment les cadres cliniques qu'ils peuvent engendrer cette Growing Pain Syndrome. Donc, on a d'abord établi une définition pour la Growing Pain Syndrome. C'est toutes les cliniques, la situation clinique qui sont reportées par les patients, qui sont localisées dans l'inguinal pubic adductor area, qui perturbent les activités sportives ou interfèrent négativement avec les activités de vie quotidienne et demandent attention médicale. Ça, c'est notre définition. Et encore, pourquoi syndrome ? Syndrome, on a utilisé ce terme syndrome parce qu'il y a très fréquemment, surtout dans le long-standing Growing Pain Syndrome, on verra après, il y a un overlapping, une superposition de différentes cadres cliniques et qui se superposent avec une relation parfois souvent de cause-effet interaction. Et pour cette raison, on utilise ce terme, c'est justifié ce terme de syndrome, donc Growing Pain Syndrome. On sait qu'utiliser ce terme Growing Pain Syndrome, c'est encore une fois un umbrella terme, c'est un parapluie terme, mais on est convaincu que c'est un umbrella terme un peu plus correct d'un point de vue anatomique et anatomopatophysiologique. Donc, dans notre consensus, on a
individualisé 11 différentes catégories, articular cause, visceral cause, bone cause, musculotendinous cause, 14 qui sont très importants, pubic symphysis related cause, neurological cause, developmental cause liée à la développement, génoto-urinary disease, néoplastic cause, infectious cause, systemic cause. Un total de 63 différentes classes cliniques qui devient 64 si on va ajouter la Grompen syndrome d'origine idiopathique, si vous voulez. Donc déjà en première critique, c'est la classification italienne c'est trop compliqué. Ben, on verra encore que parfois, surtout dans un domaine si compliqué comme la Grompen syndrome, vouloir trop simplifier, ça veut dire parfois banaliser. Et donc, la Grompen syndrome, c'est quelque chose de compliqué qu'il faut chercher de comprendre bien au fond et jamais de banaliser. Donc, la première chose qu'on a fait, que je pense d'un certain intérêt d'un point de vue éthiopathogénique, c'est la différenciation en 3 catégories principales de la Grompen syndrome. La première catégorie, c'est la Grompen syndrome d'origine traumatique, dans lesquels le patient a la mémoire de le traumatisme, de l'accident. C'est souvent un accident musculotendineux. Et c'est le cadre de figure dans lequel, qui est supporté par l'histoire médicale, par l'examen clinique et l'imagerie, c'est le cadre dans lequel la diagnostic il pose le moins de problèmes. C'est le cas le plus facile de Grompen syndrome, si vous voulez. Le deuxième cadre de figure, c'est la Grompen syndrome due à functional overload, dans lequel le patient il n'a pas la mémoire d'un accident qui est la cause de l'insurgence, de part de la symptomatologie douloureuse, mais la situation, c'est une situation insidieuse, progressive. Et là, il commence le défi diagnostique. Mais les vrais défis diagnostiques, c'est effectivement ça, la long-standing Grompen syndrome, c'est-à-dire une Grompen syndrome de laquelle le patient se plaint d'une symptomatologie douloureuse depuis 12 semaines, c'est un peu le borne qu'on a établi, et dans lequel il n'y a pas de mémoire, absolument mémoire d'un moment dans lequel il y a un traumatisme, et surtout faites attention à cette phrase qui c'est récalcitrant à toutes les thérapies conservatives. Ça c'est un peu le marque qui détermine la Grompen syndrome, qui est récalcitrant, il y a échec à toutes les thérapies de type conservatif et parfois aussi chirurgical. Donc c'est qui le patient paradigmatique affecté par le long-standing Grompen syndrome? C'est ça? Ben, parfois, peut-être. Mais normalement, c'est celui-là. C'est un patient jeune, sportif, qui se plaint d'un very long period of pain dans la région adulte pubique symphysiaire qu'on a déjà vu. Et surtout qu'il arrive avec la documentation de l'échec, de toute son histoire d'échec de thérapie conservative et parfois, comme on dit, chirurgicale. Et ça, c'est une image d'une session de visite. Le patient qui arrive et qui renverse sur la table toute la documentation qu'il décrit. En italien, ça s'appelle faldo, c'est-à-dire une énormité de choses qui témoignent vraiment l'échec de toutes les thérapies qu'il a fait jusqu'à maintenant. Chez nous, on arrive de patients qui se plaignent de long-standing Grompen syndrome depuis 2 ans, 3 ans, 7 ans, 10 ans. Énorme, incroyable à croire, mais c'est la vérité. Donc, et là, c'était notre premier point de départ. Après cette publication sous British Medical Journal, on a fondé notre groupe de travail. Et là, ça commence l'histoire, un peu l'histoire de notre étude. Donc, ça, c'est notre groupe de travail, Grompen syndrome Multi-Dynamic Study Group. Et on va voir, après cet italien consensus, qu'est-ce qu'on a fait pour chercher de comprendre un peu plus quelque chose de si compliqué comme la Grompen syndrome. Donc ça, ce sont les plus importants de notre publication. Les 2 bouquins qu'on a publiés, hein, le premier c'est Grompen syndrome pour la Springer Edition, le deuxième c'est la version italienne, Grompen syndrome, à nouveau, façon de lire la pubalgie. C'est un peu de lire dans le sens de comprendre la pubalgie. Donc, pour nous, c'est très important le multidisciplinary approach. C'est-à-dire que toutes les fois que nous, on a une session d'évaluation clinique de la pubalgie, on a la coprésence de le médecin du sport, le radiologiste, le chirurgien de paroi, le médecin du sport, le kiné et le préparateur physique. C'est-à-dire toutes les figures qui sont impliquées, soit dans l'évaluation clinique, soit dans la réhabilitation, parce que c'est important l'approche multidisciplinaire, c'est-à-dire les différentes visions sur la même problématique.
Donc, on a commencé à comprendre, à fur et à mesure de chercher de faire cette approche multidisciplinaire, on a commencé à suspecter une forte relation entre la cam morphology et les pathologies de la paroi. Et on va voir que les pathologies inguinales, qu'est-ce qu'ils sont pour nous, les pathologies inguinales, ce n'est pas seulement l'hernie inguinale ou la sportaigne, la faiblesse de la paroi postérieure du canal inguinal, c'est quelque chose de plus compliqué, comme on a plusieurs discuté avec mon ami Gilles, que je pense qui se souvient de notre discussion en Aspetar et au-delà d'Aspetar. Donc ça c'est le papier qu'on a publié. On va voir qu'est-ce qu'on dit dans ce papier qu'on a publié, Cam Morphology and Hip Pathology. Alors c'est quoi les CAM-FI? Les CAM-FI, c'est une déformation acquise une déformation acquise de l'offset de la tête de fémorus, du cul de fémorus, qui se déforme dans une fenêtre très sensible qui est entre 11 et 13 ans, dans les confrontations d'une demande physiologique excessive, c'est-à-dire dans une demande physiologique, voire sportive excessive, qui porte à la déformation de cette offset fémorale. Et donc, classiquement, il s'agit de calculer l'alpha angle, qui normalement il a une valeur normative de 55 degrés, et vous voyez la déformation, c'est un alpha angle dans ce cas, là il arrive à 88 degrés. Donc ça c'est une information monoplanaire qu'on a par la radiographie conventionnelle, c'est très important, comme disait professeur Brasseur, d'avoir une information tridimensionnelle, parce que si c'est vrai que le bump, c'est-à-dire le bump osseuse qui se forme dans une cam deformity, dans les 90% de cas, c'est antérolatéral, c'est vrai que c'est la cam morphology, c'est une déformation tridimensionnelle, et surtout, c'est une déformation qui se latentise, je ne sais pas si on utilise ce terme en français, latentiser, c'est-à-dire il se démontre lors d'un mouvement dynamique. Donc c'est un peu limité à l'information en radiologie conventionnelle, donc il faudrait une information tridimensionnelle et dynamique. Donc pour avoir un peu une idée de c'est quoi, qu'est-ce qu'il comporte, cette cam ce que vous pouvez faire partir, s'il vous plaît? On va voir cette filmée qui c'est très intéressant. Là, on voit quelqu'un, un athlète, qui a un cam morphology, qui court. Donc cette cam morphology, il comporte un malfonctionnement du membre inférieur. Et vous voyez que cette cascade de problématiques qui arrive. Alors, les premières problématiques, c'est justement au niveau de l'articulation de l'hanche. Le CAM-FI, il comporte un problème sur des pathologies labrales et des pathologies cartilagineuses, parce que l'hanche, il fonctionne mal. Vous voyez là-bas, vous voyez que l'hanche, il fonctionne mal, là, les rouges. Mais aussi la symphyse. La symphyse, il va se hypermobiliser, il va être stressé par le malfonctionnement de l'hanche. Et là encore, et toutes les structures qui sont derrière la symphyse, donc la paroi postérieure du canal inguinal. Mais encore, il y a toute une stratégie de compensation au niveau de la sacroiliaque. Et donc, encore, il y a une stratégie de compensation qui porte des pathologies. Mais encore, il y a aussi une possible compensation au niveau de L4, L5, S1, et les facettes et les disques intervertébrales à ce niveau-là. Donc, vous voyez cette vision un peu holistique. Moi, je ne suis pas pour la vision holistique d'un médecin, mais dans ce cas-là, c'est une vision holistique générale de ce qu'il comporte une cam deformity. Donc, rappelez-vous, la première qu'on a vue, la cam deformity, on a une forte implication, surtout sur la symphyse. Et on va voir. En effet, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que selon un cam deformity, il y a une perte de range of motion de l'articulation de l'hanche, et donc l'hanche devient rigide, surtout en intrarotation. Et cette rigidité de cette complexe, il entraîne une hypermobilisation compensatoire d'une autre articulation. Donc cette stiffness de coxofemoral joint, il comporte une hypermobilisation de la symphyse. Et cette hypermobilisation de la symphyse comporte un stress des structures anatomiques qui sont derrière la symphyse, notamment la paroi postérieure du canal inguinal et toute la panélopie de pathologie inguinale à suivre. Mais encore, donc, symphyse hypermobilisation et pathologie inguinale. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Donc, vous voyez, cartilage and labral injury, pubic osteopathie, parce qu'il y a une hypermobilisation de la symphyse, donc ça c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est adducteur tendinopathie, parce que rappelez-vous que surtout, on a vu très bien deux fantastiques présentations de Dr. Brasseur et de le collègue après,
qu'ils ont montré l'anatomie des adducteurs. Donc encore cette cascade qui commence, qui départ par l'hanche. Donc hanche, pubic ostéopathie, adducteur tendinopathie et inguinal pathology, parce qu'il y a la continuité anatomique de cette cascade de cadres cliniques qui, vous voyez, ils se poursuivent avec une cause-effet relationship. C'est ça important à comprendre. Bon, et on va voir, c'est quoi les inguinal pathologies? C'est pas seulement l'inguinal hernia qui, dans les sportifs vrais professionnels, c'est rare parce qu'on n'arrive jamais à un inguinal hernia. Souvent, on arrive à un sport hernia, c'est-à-dire un weakness ou une faiblesse de la paroi postérieure du canal inguinal. Mais c'est pas seulement ça, les inguinal pathologies. C'est cela qu'on a plusieurs fois discuté avec Gilles. C'est encore inguinal ligament lesion, c'est encore conjunct tendon lesion, c'est encore external oblique aponeurosis microtear, c'est encore lesion to the rectus abdominis adductor longus common aponeurosis, c'est encore rectus aponeurobis dehiscens, c'est encore pyramidalis dehiscens, et c'est encore présymphyseal aponeurotic plaque injury. C'est quoi la plaque symphysaire aponeurotique? C'est la confluence de toute l'aponeurose du droit antérieur, du oblique externe, du long adducteur, qu'ils font une vraie plaque devant l'articulation symphysaire. Donc, vous voyez toute la liste les possibles de pathologies inguinales. Ce n'est pas seulement inguinal hernia ou sport hernia, c'est beaucoup plus que ça. Bon, et encore, notre étude, on a pris une série de patients qui avaient subi une double intervention chirurgicale pour la déformité CAM, donc une ostéoplastique du CAM et une réparation par laparoscopie de la faiblesse de la paroi inguinale. 39 sujets. À ce moment, c'est la série plus importante en littérature de patients qui ont subi le double intervention chirurgicale. Et dans notre patient, le 89% des cas de patients qui avaient un CAM-FA et qui avaient eu une intervention chirurgicale pour la déformité CAM, ils ont développé une inguinal pathologie pour laquelle ils ont eu une intervention chirurgicale en laparoscopie. Donc, ça, c'est très important de comprendre cette association. Mais encore, on a vu un peu, on a volé un peu la place à radiologiste dans le sens que qu'est-ce qu'il peut nous aider, la radiologie, pour comprendre un peu plus de cette association? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est notre 4e article qu'on a fait pour Potential Hemorrhagic Fainting Associated with Inguinal Hernia and Inguinal Posterior Wall Weakness in Athlete. Qu'est-ce qu'on peut voir par une imagerie en MRI qui concerne ce risque d'avoir cette double association CAM-FI et inguinal pathology. Bon, de ces patients, les patients qui ont CAM-FI et inguinal pathology, on voit un central disc protrusion, c'est-à-dire une protrusion du disque central. C'est quoi? La protrusion du disque central, c'est quoi le... Voilà, la protrusion du disque central, c'est ça. C'est un signe indirect d'instabilité symphysaire, parce que c'est un modic 2. Un modic 2, c'est la même pathologie dans laquelle on va classifier une instabilité de la colonne vertébrale. Avoir une protrusion du disque central, la symphyse, c'est l'équivalent du modic 2 au niveau de la colonne vertébrale. Et on a une autre ratio, c'est-à-dire une composante de risque d'avoir aussi une pathologie inguinale de 3,77, c'est-à-dire le patient qui a un central disc protrusion, probablement il a 4 fois de plus de probabilité d'avoir une pathologie inguinale. Ça, c'est déjà très intéressant. Mais encore, bon maroèdema, faites attention parce que le maroèdema, ce n'est pas dit percer, une pathologie. Parfois, c'est seulement une adaptation physiologique. Donc, il faut faire attention si c'est monolatéral, bilatéral, tout ça. Mais dans tous les cas, s'il y a de la clinique, donc l'imagerie, ça doit être justement comparé et confirmé par la clinique, avoir un bon maroèdema de 3e degré, il y a un système de classification de 1er degré, 2e degré et 3e degré en fonction de l'extension de bon maroèdema, on a encore une autre ratio, c'est-à-dire un composant de risque de 3,68 d'avoir une pathologie inguinale. Et encore, vous voyez combien d'intéressants signes, d'intéressants informations on peut voir
par une MRI qui n'est pas spécifique pour ce qui concerne la pathologie inguinale, mais il peut donner des informations en direct très intéressantes. Et encore une fois, les adducteurs longus-tendinopathie, faites encore attention parce que ce n'est pas forcément dit si vous mettez la sonde, et là, professeur Barcet se les mettre, si vous mettez la sonde échographie sur les adducteurs, dans les 72% de cas d'un footballeur, vous trouvez des signes de tendinopathie parce que c'est une adaptation fonctionnelle. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il peut exister une tendinopathie vraie. Donc, adducteur longus-tendinopathie, rappelez-vous, qu'est-ce que veut dire avoir un adducteur longus-tendinopathie? Savoir probablement avoir un camphai, avoir un symphyse instable, et donc au malfonctionnement physiologique des adducteurs, notamment des longs adducteurs. Et donc, avoir le longus adducteur tendinopathie, ça veut dire avoir une autre ratio, un composant de risque de presque 4 fois, 3,83, d'avoir développé aussi une pathologie inguinale. Donc, c'est pour ça que parfois, on arrive à la chirurgie qui n'est pas une chirurgie définitive, parce qu'on pense seulement au CAM, ou on pense seulement à la pathologie inguinale, et jamais aux deux. Et jamais aux deux. Ou, au pire des cas, on pense seulement à une tendinopathie d'adducteur, et au contraire, on a une hernie inguinale, ou une faiblesse de la paroi, ou un camphai, ou un pincher phi, ou un cam pincher mixte. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais chercher de voir les choses simples, parce que les choses ne sont pas simples, elles sont compliquées. Donc, il faut chercher de comprendre et pas de simplifier. Parce que simplifier, dans ce cas-là, vous comprenez bien que ça veut dire banaliser. Et c'est banaliser, c'est le pire des choses que vous pouvez faire dans cette cadre de figure. Donc, et maintenant, c'est notre dernier travail qu'on est en train de faire. C'est Multidisciplinary Assessment of 300 Sport Subjects with Long-Standing Groin Pain Syndrome. Donc, on s'est focalisé sur la Long-Standing Groin Pain Syndrome parce que c'est vraiment le défi diagnostique, c'est vraiment la Groin Pain Long-Standing Syndrome, using the Italian Consensus Argument. Et c'est quoi qu'on a trouvé? A high prevalence of inguinal and deep pathology in conjunction with multiple causes. Et on va voir. Et déjà, on a compris encore, on a fait, si vous voulez, un autre step dans notre connaissance. Donc, il faut raisonner pas seulement dans la long-standing groin pain syndrome, il faut raisonner en termes d'association, de probabilité d'association de différentes cadres pathologiques. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça. On a vu déjà dans l'Italia Consensus Conference Groin Pain Syndrome Innate, on a établi pourquoi il ne faut jamais utiliser le terme ostéitis pubis et plutôt d'utiliser le terme ostéopathie. Pourquoi? Pubic ostéitis, non, parce que ce n'est pas un processus inflammatoire, c'est très réduit, le processus inflammatoire dans la plupart des cas n'existe pas. Pubic ostéopathie, yes, puisque c'est un processus de type dégénératif. Déjà, et ce n'est pas seulement une finesse grammaticale, c'est important d'un point de vue pathophysiologique, c'est très important. Et donc, quand je peux parler de pubic ostéopathie, quand j'ai le droit de poser la diagnostic, donc d'abord il faut la clinique, et ma point de vue radiologique, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour dire oui, il y a un pubic ostéopathie? Il y a 5 signes radiologiques pour nous, pour ce qui concerne la pubic ostéopathie. Bone marrow edema, symphyse sclerosis, symphyse irregularity, irrégularité de la symphyse, subchondral kyste, central disc protrusion. Si on a 3 signes over 5, et la clinique, justement, on a le droit de poser la diagnostic de pubic ostéopathie. Ça, c'est très important, parce que jusqu'en maintenant, c'était très aléatoire, la diagnostic de ostéitis pubis. D'abord, ce n'est pas ostéitis, c'est ostéopathie. Et quand je peux faire la clinique, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il me dise la radiologie? Qu'est-ce qu'il faut que je dois avoir comme signe radiologique? Donc, on a fait cette liste en radiologie, en imagerie, MRI et RX, et 3 signes over 5, je peux poser cette diagnostic. Et donc, alors, on va voir ce qu'est cette association qu'on a trouvée dans cette note 300 patients affectés par long-standing groin pain syndrome. Alors, d'abord, on a trouvé une pubic ostéopathie, cette fois basée sur la clinique et sur une imagerie bien précise, dans les 26% de cas. Et ça, c'est très important, c'est très intéressant. Mais, on retourne à notre patient paradigmatique, affecté par long-standing syndrome, il est nécessaire de raisonner en termes d'association of multiple clinical situations. C'est pratiquement impossible qu'un patient qui arrive, statistiquement impossible, qu'un patient qui arrive avec un long-standing groin pain syndrome qui s'étend depuis 2 ans et demi, qu'il a seulement un cadre
clinique. C'est pratiquement impossible. Il y a la superposition de plusieurs cas cliniques. Et là qu'il faut raisonner. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans notre série de patients? On a vu 84% de CAM au CAM pincher-faille mixte. Je vous rappelle que les CAM, c'est plutôt de la population masculine, les pinchers, c'est plutôt de la population féminine. 68% de inguinal pathology. Rappelez-vous la liste des inguinal pathology. Et encore, 46% de des vraies tendinopathies, pas de tendinopathies d'adaptation qui ne sont pas, pas une pathologie, c'est une adaptation physiologique à l'effort. Donc 86% d'adductor longus tendinopathie, de lequel 87% bilatéral. Ça, c'est encore intéressant à savoir. Et surtout, 31% de inguinal pathology, puis adductor longus tendinopathie, plus CAM au pincher CAM mix. Ça, c'est très important. 3 patients sur 7, ils ont 3 pathologies. 3 pathologies. Ça, c'est très intéressant. Donc, imaginez-vous qu'est-ce que vous pouvez résoudre si vous pensez seulement à l'adductor longus tendinopathie. Vous le trouvez entière, même pas. Inguinal pathology au CAM. Et en plus, encore, si la tendinopathie de longue adducteur est soutenue par une CAM faille, aussi la thérapie infiltrative a une fenêtre de bien-être, de soulagement très réduite, parce qu'il serait produit immédiatement, parce que le malfonctionnement de l'anse, c'est la pathologie primaire. Et la pathologie de la longue adducteur, c'est la pathologie secondaire. Mais si vous voulez pathologie secondaire, c'est aussi le inguinal pathology, parce que les starters, les primus movens, un peu de latin, ça fait jamais mal, les primus movens, c'est vraiment le CAM morphology. C'est la pathologie de l'ange. Donc, il y a encore 82% inguinal pathology plus CAM. Donc, imaginez-vous, 30% ils ont 3 pathologies et 82%, ce qui confirme notre premier travail que vous avez eu sur muscle tendon ligament journal, inguinal pathology plus CAM. Donc, vous voyez la complexité. Alors, les conclusions sont que les compétences doivent être trop compliquées pour être simples. Ça, c'est banal, mais c'est vrai. Et donc, il faut comprendre bien la difficulté. Alors, et à toutes les autres qui disent « Oh non, non, c'est trop compliqué, la classification italienne, oh, bon. » Peut-être que c'est compliqué, parce que c'est compliqué la matière. Et donc, je vous rappelle que simplifier dans une matière si compliquée, ça ne veut pas dire simplifier, mais ça veut dire banaliser. Et je ne pense pas que c'est la bonne route. Encore, le multidisciplinaire approach, comment il est possible? Vous voyez, c'est une pathologie tendineuse, inguinale, donc une pathologie de paroi. C'est une pathologie orthopédique, parce que c'est un problème de cartilage de l'ange, un problème de pathologie labrale. Comment il est possible qu'un seul médecin du sport, un seul chirurgien de paroi, un seul orthopédiste, il arrive à poser un diagnostic de sûreté? Impossible. C'est pour ça que notre groupe s'appelle Multidisciplinary Study Group, parce que c'est le multidisciplinary approach qui c'est le point fondamental pour poser un correct diagnostic. Et encore, dans un territoire si dangereux comme la Grande Péninsule, il faut avoir peur de voyager tout seul. Il ne faut pas voyager tout seul, mais en bonne compagnie. Donc, vous avez déjà compris la compagnie. Parce que tout seul, vous faites en short route, c'est-à-dire vous n'allez pas trop loin. Et vous vous trompez souvent. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que la connaissance, c'est un travers qui se déplace, c'est la ligne d'arrivée qui se déplace de plus en plus loin. Vous êtes convaincu d'être arrivé, il y a encore quelque chose à comprendre. Vous n'avez compris rien. Et donc, il faut redémarrer encore une fois. Et là, maintenant, c'est un grand comique italien. Et si vous êtes perplexé maintenant, comme Carlo Verdone, je ne sais pas, un grand comique italien qui, dans ce film, il exprime sa perplexité, il dit « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. » Si vous faites comme ça, jusqu'à la fin de mon talking, je suis content. Pourquoi je suis content? Je suis content parce que vous avez compris la chose la plus importante à comprendre dans la Grande Péninsule. Donc, c'est sa complexité. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour cet éclairage et toutes ces réflexions.